La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. C'est le titre d'un ouvrage que Yves Lacoste publie en 1976 et qui, pour le dire simplement, va faire le buzz. Le retentissement dans les pegnons m'a absolument stupéfait. Ils avaient du mal à avaler. Bon, mais comme je leur avais fait avaler déjà pas mal de choses. Mais bon, si je vous parle de ce livre aujourd'hui, c'est parce qu'il est encore très actuel et qui répond à 3 questions qui sont quand même plutôt utiles. La première question, c'est pourquoi est-ce que effectivement la géo est ultra stratégique et sert à faire la guerre? La deuxième question, c'est pourquoi est-ce qu'on considère la géo comme une discipline un peu chiante et pas très utile, alors qu'en fait, si vous n'avez pas les bases en géo, vous vous faites manipuler tous les jours. Et la troisième question, c'est pourquoi et comment la géo peut-elle sauver des vies? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je ne vous sens pas très convaincu, mais si, la géo peut vraiment sauver des vies. On va voir comment cet homme a pu sauver des millions de vies pendant la guerre du Vietnam, simplement en étudiant géographiquement un fleuve. Les fleuves, ils n'ont pas toujours eu cette allure. Alors on pourrait penser que faire de la géo, c'est connaître par cœur tous les sommets de France, connaître la capitale du Timor oriental et savoir que l'Authion, la Cisse et le Beuvron sont des sous-affluents de la Loire. Ce qui est pas très intéressant et moyennement utile, hein, on est d'accord. Sauf que pour Lacoste, la géographie, c'est pas du tout ça. C'est un savoir stratégique qui permet d'avoir le pouvoir et de contrôler des gens. Ouais. Bon, je vous donne quelques exemples, ça sera peut-être plus clair. Lors de la colonisation, par exemple, on a regroupé les gens dans un territoire spécifique, à savoir dans des villages près des routes, pour pouvoir les contrôler plus facilement. Autre exemple, à Lyon, il y avait des canuts, donc c'était les ouvriers qui travaillaient la soie, qui cherchaient à se rebeller. Et pour les en empêcher, on a utilisé une stratégie qui est purement géographique. On a disséminé leurs ateliers un peu partout autour de Lyon pour pas qu'ils puissent se regrouper et du coup pour qu'ils soient moins efficaces, pour pas qu'ils puissent agir tous ensemble en groupe. Grâce à la géo, du coup, on peut avoir le pouvoir, mais on peut aussi, comme dit Lacoste, faire la guerre. Bon, c'était déjà le cas sous César, il disait qu'il fallait vraiment cartographier et connaître très bien le territoire pour pouvoir l'occuper et l'envahir. Mais on a d'autres exemples plus récents, je vous rassure. Premier exemple, c'est le débarquement en Provence. Pour préparer ce débarquement, les armées ont préparé une immense documentation avec des croquis des plages, des schémas des ports, des cartes des lieux où ils allaient intervenir. Pour ça, ils ont dû regrouper plein de cartes d'état-major, prendre des photos aériennes du territoire, et ils sont même allés chercher dans les cartes postales et les guides touristiques pour obtenir des infos sur les territoires. Et aujourd'hui encore, les armées, elles se servent tout le temps de la géographie. Toutes les armées ont un service GOM, donc ça veut dire... donc c'est géographie, océanographie, non, océanographie. Toutes les armées ont des services GOM, donc géographie, hydrographie, océanographie et météorologie. Et dans l'armée de terre, par exemple, quand on prépare une opération, il y a très souvent une phase d'étude géographique du territoire d'intervention. Bon, et c'est vraiment essentiel. Par exemple, quand on a envoyé des hommes au Sahel ou en Afghanistan, au début on connaissait pas très bien le territoire. Du coup, la majorité des machines sont tombées en panne parce que le sable s'est infiltré dans les moteurs et tout ça. Et les hommes n'avaient pas de carte à jour, du coup ils se déplaçaient à partir de cartes des années 50 qui forcément du coup étaient obsolètes et ne mentionnaient pas tous les reliefs ou tous les endroits qui auraient pu être des refuges ou des bases pour les groupes armés locaux. Bon, du coup, question, si la géo est si importante et si stratégique, pourquoi est-ce qu'on la considère un peu tout le temps comme une discipline un peu chiante, pas très utile? Et bien pour Lacoste, c'est parce qu'on a fait exprès d'enseigner une géographie très théorique, très scolaire et pas du tout pratique, qu'il appelle la géographie des professeurs. En fait, pour lui, cette géographie des professeurs, elle servirait à masquer la géographie des états-majors, qui est en fait la géographie utile, stratégique, qui sert à l'armée et au gouvernement à avoir le pouvoir. C'est pour ça que la géographie pratique et utile, c'est resté un savoir réservé à un petit groupe de personnes qui du coup ont pu allègrement manipuler tout le reste du monde, qui connaissaient par cœur les sommets français, mais qui n'avaient aucune connaissance géographique vraiment pratique et utile. Considérer que la géographie, il fallait l'avaler comme une potion amère au lycée. Par exemple, si vous regardez cette carte, qui montre en rouge les États qui ont voté républicain en 2016 et en bleu ceux qui ont voté démocrate,
vous allez sûrement croire que Trump a remporté une victoire écrasante. Sauf qu'en fait, c'est pas exactement le cas et que cette carte nous manipule un peu. Je vous dis pas pourquoi, essayez de deviner ça par vous-même et sinon vous pouvez toujours aller voir la vidéo dans laquelle on parle de tout ça, juste là. Bon, du coup, la géographie pourtant, c'est pas top, hein. Soit on a une géographie qui sert aux gens à contrôler et à avoir le pouvoir, soit on a une géographie qui est pas très pratique, un peu chiante et super théorique. Mais pour Lacoste, il existe un autre type de géo, heureusement, c'est la géographie utile. Cette géographie-là, elle serait stratégique, certes, mais elle bénéficierait non pas uniquement aux armées et au gouvernement, mais aux gens. Et elle permettrait aussi de sauver des vies. Bah oui, non mais je sais que vous n'êtes pas convaincus. Bon, je pense que la meilleure solution, c'est qu'on prenne un exemple. Je vais vous montrer comment l'auteur de ce bouquin a réussi à sauver des millions de vies pendant la guerre du Vietnam en étudiant un fleuve. C'est parti. 1972. On est en pleine guerre du Vietnam et on remarque un truc un peu étrange. Les bombardements américains se concentrent sur les digues du fleuve Rouge. Alors, on se doute bien que ces bombardements ne sont pas faits par hasard, mais le truc, c'est qu'ils n'apparaissent pas sur les photos aériennes. Du coup, les Américains font croire que les digues se brisent simplement lors de la mousson, de manière naturelle, et personne ne peut vraiment les contredire. Mais Lacoste, lui, il a une petite idée de ce qui pourrait se passer. Il écrit dans Le Monde qu'en bombardant les digues, les Américains pourraient causer un génocide au Vietnam. Ce fleuve rouge coule plus haut que la plaine. Il explique que lors de la mousson, les digues endommagées par les bombardements pourraient céder et du coup l'eau du fleuve pourrait se déverser sur les villages en contrebas. Les autorités vietnamiennes sont assez intéressées par ce que dit Lacoste et l'invitent à venir mener sa petite enquête sur le terrain au Vietnam. J'ai été appelé pour venir d'urgence à Hanoï. Et là le suspense est insoutenable. Lacoste va-t-il réussir à prouver que les Américains utilisent la géographie pour faire un maximum de victimes lors de leur bombardement? Bon, spoiler, oui. Alors là-bas, Lacoste remarque d'abord que les Américains bombardent surtout la partie basse du delta, c'est-à-dire là où se trouvent les espaces facilement inondables, car situés très en contrebas par rapport au fleuve. Il remarque ensuite que les pilotes américains visent surtout la partie concave des digues, car c'est là que la pression est la plus forte et du coup là qu'elles sont le plus susceptibles de se briser. Et enfin, il remarque que les États-Unis lancent des torpilles sous les digues. Tout ça en fait, c'est pour que les digues se fissurent et qu'elles ne s'effondrent que lorsqu'il y a une crue ou une mousson et que leur effondrement du coup est l'air naturel. Ouais, c'est malin. Cet exemple, c'est un exemple parfait pour montrer à quel point la géographie sert à faire la guerre. Et cet exemple nous montre aussi ce que c'est que la géographie active, puisque là, Lacoste s'est clairement servi de son métier de géographe pour sauver des vies. J'ai montré comment attaquer les digues qui évitaient au fleuve de se déverser dans la plaine surpeuplée. Ces choix précis résultaient d'une stratégie délibérée. Vous allez me dire, oui, mais ça, c'était avant. Oui, mais on peut encore sauver des vies aujourd'hui grâce à la géographie. Ouais. Par exemple, aujourd'hui, il y a 1 million de personnes qui vivent dans des espaces qui ne sont pas cartographiés, donc qui apparaissent juste en blanc sur les cartes. Ce qui fait qu'il est super difficile d'accéder à ces endroits quand on veut intervenir pour amener de l'aide humanitaire, par exemple. Du coup, en 2007, après l'ouragan Maria à Porto Rico, il y a une équipe de volontaires d'OpenStreetMap qui s'est mobilisée pour cartographier les routes et les villages qui n'apparaissaient pas sur les cartes. Et les cartes obtenues ensuite ont été super utiles pour identifier les endroits où il y avait besoin d'une aide d'urgence ou pour cartographier l'état des maisons, voir si elles étaient endommagées, à quel point, etc. Ces cartes d'OpenStreetMap, elles ont aussi servi à organiser des opérations pour sauver les personnes bloquées sous des bâtiments effondrés après le tremblement de terre d'Haïti ou pour aller vacciner les enfants dans les campagnes du Nigeria, campagnes dans lesquelles il aurait été très difficile de se repérer sans carte. Autre exemple assez d'actualité, les géographes peuvent aussi aider à cartographier les impacts du changement climatique, l'arrivée des ouragans ou à limiter la propagation de virus. Tiens, par exemple, les géographes, en étudiant les modes de vie de la population et les territoires, ils ont pu essayer de limiter la propagation du virus d'Ebola. Ils ont d'abord vu que le virus s'était développé près des zones forestières, car le virus était sûrement porté par des chauves-souris qui vivaient en forêt et qui avaient été forcés de se rapprocher des habitats humains avec l'urbanisation ou la déforestation et qui avaient pu du coup transmettre le virus à l'homme. Ensuite, ils ont étudié le territoire et ils ont remarqué que le virus se diffusait beaucoup plus facilement dans les villages très denses regroupés près des routes.
Enfin, ils ont étudié un peu les déplacements de population et ils se sont rendus compte que le virus se propageait très rapidement dans une zone, c'était la zone frontalière entre la Guinée, le Libéria et le Sierra Leone, qui était une zone de circulation très active pour des raisons géopolitiques, commerciales, etc. Donc tout ça, c'est des données qui ont vraiment servi pour aider après à limiter la propagation du virus. Pareil avec le coronavirus, les géographes ont pu modéliser les déplacements des habitants dans les grandes villes et du coup aider à contrôler la mobilité des gens pour limiter la propagation du virus. Donc voilà, grâce à Lacoste, on voit que la géo, c'est pas du tout un délire qui consiste à apprendre des atlas par cœur, c'est vraiment une discipline utile, stratégique, qui peut sauver des vies et qui a vraiment un vrai rôle à jouer aujourd'hui. Alors d'ailleurs, pour les curieux, Lacoste, c'est aussi celui qui a réhabilité le terme de géopolitique en France, et du coup, il a créé une revue de géopolitique qui s'appelle Hérodote. On parle de cybercriminalité, de monnaie, du 9-3, de pirates modernes, de plein de choses. Je vous mets le lien en description. N'hésitez pas aussi à regarder les sources en description, à lire le bouquin de Lacoste, à me donner vos avis. Et ne demandez plus à tous les géographes que vous croisez quel est le point culminant des îles Kiribati. Ça sert à rien.